Bien, parce que on dit que le résultat est connu, mais comme ça se passe chez nous d'ailleurs, je crois qu'on en a déjà parlé, comme ça se passe chez nous d'ailleurs, les médias ont annoncé un résultat, et aujourd'hui tout le monde, dans ces médias, dans l'opinion publique, considère que effectivement le résultat est acquis, puisque ça se passe comme d'habitude avec cette proclamation par les médias. La particularité, c'est que Donald Trump ne reconnaît pas ce résultat. Il ne reconnaît pas ce résultat et tant que la proclamation juridique n'a pas été faite, comme elle est faite chez nous par le Conseil constitutionnel, tant qu'elle n'a pas été faite, le président n'est pas encore considéré juridiquement comme élu. Légitimement, on peut considérer qu'il va l'être, mais sur le plan juridique, il n'est pas considéré comme étant élu. Les arguments de Donald Trump sont que dans les fameux swing states, c'est-à-dire ces États tangents, que dans ces fameux swing states, l'élection aurait été faussée. Elle aurait été faussée pour plusieurs raisons, plusieurs arguments qui ont été avancés, et que par conséquent, le processus de désignation finale qui doit se faire le 6 janvier par le Congrès réuni, les deux chambres étant réunies, après ouverture des enveloppes contenant le résultat du vote du collège électoral, eh bien, tant que ça n'est pas fait, on doit pouvoir discuter de cette possibilité qu'il y ait eu des fraudes. Pourquoi c'est si important le 6 ? Parce que c'est le 6 que le Congrès doit ouvrir les enveloppes contenant le résultat du vote du 14 décembre, du vote des délégués, et dire, c'est donc les deux chambres réunies qui doivent dire, voilà qui est président, voilà qui est vice-président. Alors, jusqu'à présent, c'est ça qui est très intéressant, jusqu'à présent, aux États-Unis, on n'est jamais allé jusqu'à ce processus dans un contexte d'affrontement. C'est-à-dire que le consensus était construit bien en amont. Si on prend ce qui s'est passé en 2000, par exemple, Al Gore a été battu de 129 voix. C'est extraordinaire, parce que c'est la Floride, au sein de laquelle les élections étaient très discutées sur la façon dont elles s'étaient déroulées. Il faut rappeler que le gouverneur de cet État, c'était Jeb Bush, qui était le frère du candidat George Bush. Eh bien, la Cour suprême a considéré que le résultat de la Cour suprême fédérale, le résultat de la Floride était en faveur de Bush, ce qui lui a permis de passer les 270 électeurs qui sont nécessaires pour être considérés comme élus. Alors, le problème, c'est que Donald Trump continue, malgré la réunion du 14 décembre du Collège des délégués, continue à dire « Non, attendez, il y a un certain nombre de délégations qui sont illégitimes et illégales parce qu'il y a eu de la fraude. » Je m'explique. Techniquement, c'est assez particulier. Je rappelle que le président des États-Unis n'est pas élu par les électeurs. C'est un scrutin indirect. Il est élu par les États. Et chaque État a ses propres procédures électorales internes, et chaque État va désigner des délégués. Et ce sont ces délégués qui représentent leur État. Ce sont ces délégués qui vont voter ce jour-là, le jour de la réunion des délégués, qui vont décider et désigner le président des États-Unis. L'astuce de Donald Trump, elle consiste à dire, attendez, les envois de délégués par les États, c'est-à-dire ce qu'on appelle les certifications, parce qu'une fois qu'il y a un résultat électoral dans un État, il faut que les instances législatives de l'État, c'est-à-dire le Congrès, la Chambre des représentants de l'État et le Sénat, valident ce résultat et qu'ensuite ce résultat soit certifié par le gouverneur qui l'envoie ensuite à la réunion des délégués. Donc, ces certifications, ce processus, validation de l'élection par les législatures internes et certification par le gouverneur dans chaque État, eh bien, ces certifications, ces validations concernant les fameux swing states sont contestées par Donald Trump.
Et c'est là qu'il dit, voilà, eh bien écoutez, on va discuter, puisque les tribunaux n'ont pas voulu se saisir de ce problème, on va discuter de cette certification, de cette validation, le jour où le Congrès fédéral va se réunir dans son ensemble, Sénat plus Chambre des représentants, et va examiner ce que a décidé le collège électoral. Voilà pourquoi, je veux dire, l'étape du 6 janvier, c'est-à-dire demain, est aussi importante. Sur les fraudes, je ne sais pas s'il y a eu des fraudes. Il y a eu simplement, il y a deux problèmes. D'abord, je vais parler d'irrégularité. On peut annuler une élection pour des irrégularités, même involontaires. Y a-t-il eu des fraudes? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est assez complexe, on entend beaucoup de choses, il y a quelques délires sur des manipulations vénézuéliennes, etc. Mais des irrégularités, c'est tout à fait possible. D'abord parce qu'il y a eu un nombre, du fait du Covid, il y a eu un nombre de votes par correspondance tout à fait considérable et malheureusement, le vote par correspondance est une procédure qui permet toutes les manipulations. Alors, je sais très bien que beaucoup, y compris chez les Républicains d'ailleurs, disent que les élections ont été régulières. Les juridictions disent, nous, on veut pas s'en saisir, et elles ont raison d'une certaine façon parce que une procédure de contestation d'élection, il y en a chez nous. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ou les tribunaux administratifs, en fonction du type d'élections qui sont concernées, eh bien, jugent et peuvent annuler des élections. Mais ça prend des mois. C'est normal, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Là, c'est pas possible avant le 20 janvier. Donc, les juridictions ont dit non, désolé, c'est pas suffisamment probant et on va pas procéder à l'annulation. Elles le font d'autant plus qu'elles ne l'ont jamais fait. Elles ne l'ont jamais fait. Il y a eu la prise de parti de la Cour fédérale pour Bush en 2000, puis c'est tout. Bon, donc, y a-t-il eu des fraudes ou des irrégularités? Je vais répondre, je ne sais pas. Il y a cependant des éléments statistiques qui sont un peu curieux. D'abord, Trump, il a fait 11 millions de voix de plus qu'en 2016. Il est le président sortant le mieux élu de l'histoire des États-Unis. Donc bon, c'est curieux. Et donc le problème, c'est que lorsqu'on regarde un petit peu les différents comtés, les cartes, on assiste, concernant les élections locales, on assiste plutôt à une vague républicaine. Une vague du grand hold party, du GOP, et une vague rouge, puisque là-bas, paradoxalement, ils sont rouges. Et donc, c'est quand même un petit peu particulier. On constate aussi que les votes dépouillés, les votes qui ont été réalisés sur place, donner des avances assez confortables à Trump et que ce sont les votes par correspondance qui ont renversé la tendance. Alors c'est possible, c'est tout à fait possible, mais il y a quand même des choses qui interpellent. Il y a des choses qui interpellent et je pense que c'est là-dessus que Donald Trump surfe pour lancer sa stratégie, parce que c'est une stratégie qui ne s'est jamais produite auparavant. Il y a eu la contestation Gore-Bush en 2000, avec Gore qui avait probablement gagné mais a accepté d'être battu. Là, cette fois-ci, on a affaire avec Donald Trump à quelqu'un qui refuse d'être battu. Et je crois que c'est assez intéressant de voir de combien il a perdu, Donald Trump. Il y a deux façons de compter. Si on considère qu'il a 7 millions de voix, globalement, des électeurs de base, 7 millions de voix de retard. C'est une chose. Mais s'agissant, effectivement, du système américain, pour être élu président des États-Unis, il lui a manqué 32 000 voix. C'est-à-dire que le système, celui qui gagne prend tous les délégués, fait que dans les swing states, si 32 000 voix avaient été réparties différemment, il pouvait se retrouver président des États-Unis. Donc, effectivement, alors il y a eu, j'ai vu toute une polémique sur une conversation qu'il a eue avec un secrétaire d'État de Géorgie, Raffensperger, qui lui dit mais non, qui est républicain, qui dit mais non, ces élections ont été régulières, et il dit mais trouvez-moi 11 000 voix.
il faut rattacher ça à ce calcul des 32 000 voix mais c'est très peu, 32 000 voix. Vous vous rendez compte, sur 156 millions d'électeurs, ils perdent 32 000 voix. Ça, c'est le système américain. C'est un peu particulier. Hein, et donc, aujourd'hui, ça explique sa volonté de ne pas céder. Alors, concernant cette démarche de Donald Trump, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il est à ce point dans la rupture avec la tradition politique? Faut bien savoir qu'il y a, entre les deux partis, il y a des différences, il y a des orientations différentes, mais je veux dire, il y a un consensus sur ce que doivent être les États-Unis. Il n'y a pas d'élément de rupture profond. Et il y avait toujours une espèce d'entente qui faisait que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'étaient passées les élections, eh ben, on s'inclinait. Hein. Trump ne veut pas. Or, il faut bien voir que la personnalité de Donald Trump aurait dû finalement nous interpeller. Parce que en 2015-2016, il brutalise le parti républicain. Il s'impose contre l'appareil du parti. Ensuite, quand il arrive à la présidence de la République, il est considéré par l'establishment, démocrate d'abord, mais républicain en partie aussi, il est considéré comme illégitime. Il y a eu le fameux Russiagate, après il y a une procédure que tout le monde a oubliée, ridicule d'impeachment, c'est-à-dire qu'il a toujours été confronté à un refus d'accepter sa victoire de 2016, qui était incontestable. Et donc, il est dans cette idée, pour avancer, pour gagner, j'ai toujours dû être subversif. Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, il prend ses risques. Parce que ce sont des risques, hein. De toute façon, incontestablement, ce sont des risques. Les études d'opinion montrent que massivement son électorat, ça fait du monde, hein, ça fait 70 millions de personnes, hein, massivement son électorat considère que l'élection a été volée. Hein, je ne sais pas si c'est vrai, je répète, hein, je crois qu'il faut rester très prudent, et puis bon, il faut regarder ce qui va se passer, mais le fait d'être jusqu'au boutiste comme ça, ce qui explique pourquoi il a été lâché par Fox News, par le New York Post, qui étaient des journaux qui le soutenaient complètement, hein, c'est que, je veux dire, c'est une stratégie qui peut apparaître dangereuse. Alors, cette stratégie, comment elle peut se dérouler désormais, hein, le 6, demain, les deux chambres se réunissent et M. Pence, le vice-président, qui est président du Sénat, doit ouvrir les enveloppes, hein, et soumettre ce résultat au Congrès. Le problème, c'est que personne, ça s'est jamais produit, personne ne sait ce qu'il peut faire, quels sont réellement ses pouvoirs. Est-ce que lui-même peut contester la certification et pour dire non, Wisconsin, non, Géorgie, c'est pas bon, Arizona, c'est pas bon, hein, je crois que ce sont ces États qui sont discutés. Par conséquent, je considère que le vote du 14 décembre n'est pas recevable. Et auquel cas, c'est moi qui compte, c'est moi qui décide de ça, et auquel cas, je saisis le Congrès du choix du président. Je rappelle que le Congrès, si le résultat du 14 ne peut pas être validé ou entériné, le Congrès choisit le président. Le Sénat choisit le vice-président, la Chambre des représentants choisit le président. Le problème, c'est que c'est un État, une voix. Et là, Trump est majoritaire. Bon. Donc, première hypothèse, c'est M. Pence qui doit valider la décision en qualifiant ou en disqualifiant les certifications des États concernant les délégués qui ont voté le 14 décembre. Autre hypothèse, c'est que il ouvre, il dit il y a un problème, un certain nombre de parlementaires, et ils ont déjà décidé de le faire, hein, il y a un certain nombre de sénateurs, il y a déjà autour de 140 représentants de la Chambre des représentants qui ont décidé de contester. Donc peut-être, je dis bien peut-être, on ne sait pas, on n'a jamais fait. Peut-être que à ce moment-là, Pence ne dispose pas, ça dépendra de lui, des pouvoirs de disqualifier les certifications, hein, et il peut dire maintenant je soumets ça au Congrès. Et il y a vote. Et là, je pense que le Congrès va valider. Il est majoritairement, grâce aux voix de la Chambre des représentants, il est majoritairement entre les mains des démocrates.
Et il l'est d'autant plus qu'il y a pas mal de républicains qui ne sont pas d'accord avec cette stratégie. Hein. C'est que Trump s'est heurté toujours à l'establishment républicain comme à l'establishment démocrate, et il est quand même lâché par un certain nombre de personnes. Alors il faut faire attention à ce qu'on entend chez nous, parce qu'on dit un tel a dit que, un tel a dit que, c'est très difficile de savoir ce qui se passe exactement, parce qu'on a des infos qui circulent dans tous les sens, des rumeurs, on a des délires aussi, faut pas oublier, quand même, sur un complot des reptiliens. Et donc, il n'empêche quand même qu'il y a une part significative des républicains qui est opposée à la stratégie de Trump, Donc, on va voir. Tout ça est très intéressant pour voir comment fonctionne la démocratie américaine. Moi, je trouve que ça permet de voir ce qu'est un système anglo-saxon à dimension fortement pragmatique, mais où on pense que tout a été imaginé, tout a été pensé, jusqu'à présent ça marchait, mais là on a un problème. Il y a des questions qui ne sont pas résolues. Alors on va voir comment elles vont l'être. Mais bon, si vous me demandez mon opinion concernant le résultat, je pense que Joe Biden sera président des États-Unis. Je pense que ce sera le cas, ne serait-ce que parce que justement il y a cette part des républicain qui va soutenir cette solution. Je n'ai pas dit qu'il va soutenir Joe Biden, mais qui va soutenir cette solution pour éviter une fracture terrible. Vous savez que demain, Donald Trump, il organise une grande manifestation à Washington. Vous avez des pick-up qui arrivent de tout le pays avec les drapeaux, etc., etc. C'est pas seulement du folklore, parce que ces gens-là, ils sont en général armés. Donc, je pense que compte tenu du rapport de force politique, une décision de Pence aboutissant à un choix par le Congrès et le Congrès choisissant Trump, ça risquerait d'être effectivement générateur de troubles très importants. Plus, je peux me tromper, parce que bon, je ne suis pas américain, plus le choix de Biden entériné par rapport à l'électorat républicain, qui sera très amer. Il y aura peut-être des troubles, mais moins importants que dans le cas inverse. Voilà un petit peu ce que je pense de cette situation. Mais je dois dire que je vais terminer par deux observations. La première, c'est que tout ça est passionnant. Passionnant en ce que ça permet de voir comment fonctionne une grande démocratie très particulière, qui nous est quand même assez étrangère à nous, à notre conception des choses, à nos traditions, à notre culture. Et c'est aussi très intéressant de voir l'état du peuple américain et de ses fractures. La situation est quand même assez grave. Il y a un vrai risque de fracture durable. Je ne dis pas qu'il va y avoir des troubles, une guerre civile, des sécessions, il y a eu des menaces, etc. Je ne pense pas. Mais je crois qu'il va y avoir une défiance vis-à-vis du système qui était déjà importante, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Donald Trump est un leader populiste, ce qui explique pourquoi il est détesté à ce point. Un peu comme Boris Johnson, dans des proportions moindres pour Boris Johnson, mais clairement, je pense qu'il va y avoir des segmentations de l'opinion publique, des fractures qui vont être durables et qui sont susceptibles de générer des troubles dans le fonctionnement de cette démocratie. Parce qu'ils vont avoir un président, mais imaginez-vous que les procédures pour impeachment vont arriver très vite. Biden, par son fils, est très fragile au plan judiciaire. Derrière, si il se trouve en difficulté, qu'il est contraint de démissionner, ou parce qu'il est très âgé quand même, il est malade, ou bien qu'il abandonne la présidence pour d'autres raisons, on aura Madame Kamala Harris, qui est radicalement minoritaire dans son pays. Alors elle plaît beaucoup aux diversitaires, mais si vous voulez, sa popularité aux États-Unis est quand même faible. Ça constituerait un événement assez considérable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de suivre et de comprendre, parce que je crois que ce qui va se produire demain et la suite, ça nous concerne quand même beaucoup. Écoutez, évidemment, je vous signale que
c'est ce qu'a fait Eltsine avec Poutine. Eltsine a choisi le candidat faut être clair, que lui présentait le KGB à l'époque, au début des années 2000. Ils ont négocié immunité pour Eltsine et sa famille, qui était corrompue jusqu'à l'os. Donc, oui, on peut imaginer tout à fait qu'il puisse y avoir un deal. Le problème, c'est que là, Trump, il n'est pas parti, il donne en tout cas pas l'impression d'être parti pour un accord, pour un deal, pour un compromis. Et surtout que, vu la façon dont il mobilise ses troupes, si ça aboutit à ce type de compromis dont on aurait connaissance, je pense que vis-à-vis de son propre électoral, de ceux qui le soutiennent, il prendrait aussi des risques. Je suis pas sûr qu'on en prenne le chemin. Alors, vous avez raison. Si ça se termine comme ça dans l'affrontement, dont Biden sortirait vainqueur, il serait très exposé au plan judiciaire. D'ailleurs, j'attends d'ici, après le 6 d'ailleurs, il y a des bruits, vous savez, qui circulent concernant Julian Assange. Julian Assange a produit, grâce à Wikileaks, ou a fait produire un certain nombre de choses qui, quand même, impliquent lourdement le système Clinton, qui est le système du Parti démocrate, il faut être tout à fait clair. Et hier, la juridiction britannique a décidé de ne pas le renvoyer, l'extrader aux États-Unis, pour des motifs de santé, tout en validant le principe de l'extraterritorialité de la loi américaine. Mais il y a pas mal de bruits qui courent selon lesquels Trump, dans une dernière pirouette, gracierait Julian Assange. Ce qui serait peut-être le moyen de s'assurer, parce qu'ils ont tout chez Wikileaks, il faut être clair, ils ont absolument tout, ce serait le moyen de s'assurer des leviers de pression contre ceux qui lui voudraient du mal, peut-être. J'attends ça. Alors là, c'est vraiment Schadenfreude. Ça m'amuserait beaucoup de voir la gauche, et qui fort normalement, et j'ai été de cela, a soutenu Julian Assange et s'est battu contre cette procédure d'extradition. Ce serait assez rigolo de voir que c'est Trump, considéré et présenté comme un fasciste par beaucoup, qui le gracie. Mais ça, c'est parce que j'ai un mauvais son. C'est vraiment de la joie mauvaise, même si je souhaite pour la liberté de Julian Assange qu'il puisse être ainsi exonéré et qu'il puisse aller s'installer au Mexique, puisque le président mexicain a annoncé hier qu'il lui donnait l'asile politique.